Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce 10e épisode de nos lives Veto Reverdi. On est super heureux de vous accueillir ce soir. Bonsoir Alix. On va donc parler, c'est avec notre vétérinaire Cyril, ce soir que nous allons parler de la masse musculaire, du développement et de la protection de la masse musculaire chez le cheval. Donc, nous répondrons à toutes les questions on va essayer de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées au cours de ces derniers jours. Et puis, à toutes les questions que vous nous poserez aussi en direct et sur Facebook et sur Instagram. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà, on va accueillir tout de suite Cyril, sans plus attendre, qui est en train de se connecter. Hop. Bonsoir Cyril. Super. Bonsoir Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux juste brièvement et simplement nous rappeler à peu près de quoi est constitué un muscle pour amener le sujet, puis après on passera aux questions directement. Effectivement, l'introduction, on peut rappeler, tout comme chez l'homme, le cheval donc, a des muscles qui sont composés de différentes fibres. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut dire déjà en introduction qu'on a des fibres plutôt lentes qui sont les fibres 1 et des fibres, donc les fibres intermédiaires, les 2A, et puis ensuite plutôt les rapides, les 2B. Et donc, en fonction de l'activité qu'on fera faire au cheval, et puis en fonction de sa race aussi, eh bien, on va développer et mettre à profit des fibres différentes. Les fibres plutôt de type 1 sont les fibres lentes, mises à profit dans les efforts d'endurance. Oui. Alors que les efforts rapides sur du sprint, par exemple, on est plutôt sur des fibres 2B, et donc les efforts intermédiaires sont, par exemple, les courses sur 2000 mètres, 2000 mètres et plus, on va être sur de la fibre intermédiaire, donc entre la 2A et puis potentiellement sur les phases de sprint de la 2B. Voilà, donc on a différentes fibres, différentes activités. Après, on a affaire différentes fibres qui sont utilisées en fonction de l'exercice ou de travail qui est demandé, si c'est plutôt de l'endurance ou plutôt un travail intense et de plus courte durée, en gros. C'est ça? Exactement. En gros, c'est ça. Et puis après, donc, le but de l'entraînement, c'est de favoriser un type de fibre en particulier, ou en tout cas un groupe de fibres en particulier, d'entraîner des conversions potentiellement de fibres pour que le cheval puisse réaliser l'effort qu'on lui demande. Donc l'entraînement va être très important pour ça. Voilà, on a affaire à des chevaux athlètes, à des jeunes en croissance aussi. Donc là, après la constitution et la constitution des muscles, le développement des muscles va se faire via une nutrition adaptée. Donc on va en parler par la suite. Voilà, donc c'est un sujet qui est très intéressant puisqu'il qui est pas souvent considéré à sa juste valeur et qui peut être sous-estimé quelquefois. Voilà, donc je pense que c'est un vrai sujet intéressant et pour lequel on peut apporter des réponses quelquefois à des problématiques qui peuvent être plus ou moins qui peuvent traîner depuis plusieurs mois éventuellement sur des chevaux qui ont des problèmes de dos, par exemple des dos insuffisants, qui ont du ventre, où on se dit voilà, un cheval qui a du ventre, c'est parce que il est trop gros. En fait, ça peut aussi être dû. Voilà, exactement. Le ventre est tenu par une sangle abdominale qui est une sangle musculaire composée de 3 couches. Donc il est clair que voilà, ça peut aussi jouer, la nutrition peut aussi influencer là-dessus, donc c'est important d'en parler. Ok. Voilà. Je vais commencer tout de suite avec la première question qui parle de protéines, parce que il me semble super important dans la constitution des muscles. Donc la question exacte, c'est chez l'homme, pour prendre de la masse, on mange des protéines. Et chez un cheval herbivore, à partir de quels nutriments métabolisent-ils doit-on supplémenter en protéines végétales et n'est-ce pas contre nature? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Effectivement, le cheval est un herbivore. L'alimentation principale du cheval va être donc les fourrages, qui soient conservés au frais, donc de l'herbe ou du foin. Et donc ces fourrages contiennent des protéines. Donc finalement, le cheval va couvrir, en tout cas peut couvrir ses besoins en protéines en ingérant du fourrage. Si ce fourrage est de bonne qualité et contient suffisamment de protéines. Après, voilà, la difficulté, c'est quand on a un fourrage qui est insuffisamment pourvu en protéines, qu'on a un cheval qui travaille, qui a des besoins qui sont augmentés. Parce que sans rentrer dans les détails, si on regarde les besoins en protéines, notamment en lysine, qui est l'acide aminé, pourquoi on parle effectivement souvent de la lysine? Ben oui, chez le cheval, la lysine. Alors, la protéine, si vous considérez que la protéine est une chaîne comme un collier de perles, elle se compose en fait de différents acides aminés. Donc ces acides aminés sont des petites molécules, peu importe, et l'acide aminé le plus important chez le cheval, c'est la lysine. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on va faire chez le cheval, quand on va chercher à nourrir un cheval et à apporter des protéines à un cheval, on va choisir des sources qui sont bien pourvues en lysine, et en lysine qui est digeste, donc ça c'est important.
Oui. Et on fera en sorte de couvrir les besoins du cheval, notamment sur la lysine, mais il n'y a pas que la lysine qui est importante, hein. On a Il également y en d'autres a, acides aminés. il y en a combien? Il y en a 9 des acides Il y en aminés a 9, essentiels en tout, c'est ça? exactement, il y en a 9, voilà, méthionine, tréonine, etc., les acides aminés ramifiés et compagnie, mais sans rentrer dans les détails, on fait attention à tout ça, donc on choisit des sources de protéines de qualité. Et donc, quand on a un cheval qui travaille, par exemple, qui a des besoins en protéines augmentés, donc le fourrage va en apporter une partie, mais très souvent, ce n'est pas suffisant, tout simplement parce que le cheval ne peut pas ingérer suffisamment une quantité suffisante pour couvrir ses besoins augmentés. Donc là, on va avoir recours à des sources, effectivement, protéines végétales. Alors, ce n'est pas contre nature, puisqu'on va répondre à des besoins qui sont liés au travail. Alors après, on peut juger de savoir si le travail est contre nature ou pas, mais en tout cas, nous, Oui, notre c'est travail, c'est de répondre aux besoins voilà, liés au travail. Donc, on a des en besoins fonction de ce qu'on d'entretien. demande au cheval, il en a Exactement, besoin. Le cheval en croissance, le cheval athlète, la poulinière aussi, exactement. a des La gros poulinière besoins également, protéiques. exactement. Donc, et il faut absolument leur en apporter dans l'alimentation parce qu'il n'est pas capable de Bah, synthétiser les exactement, protéines, les c'est-à-dire, acides. exactement. Alors, les acides aminés essentiels, il n'est pas capable de les synthétiser, puisque, comme leur nom l'indique, ils sont essentiels, donc ils doivent être apportés par l'alimentation. Ouais. Et effectivement, on doit les apporter donc, dans des bonnes proportions, etc. Et donc ça, on va le faire via l'alimentation concentrée. Alors, ce qui est important pour effectivement apporter ce qu'il faut aux muscles et pour favoriser un bon développement musculaire, il est clair que bon, les protéines sont importantes puisque le muscle se compose notamment d'acides aminés et donc les muscles ont besoin d'acides aminés, mais les apports énergétiques le sont également, puisque un cheval qui serait en déficit énergétique, eh bien, il irait mobiliser et finalement il irait dégrader ses muscles, si je résume, si je synthétise, pour produire de l'énergie. Puisqu'on peut produire de l'énergie à partir de protéines. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire et on essaie surtout d'éviter ça. Donc pour ça, il faut apporter suffisamment d'énergie par ailleurs. Donc en fait, c'est le but du concentré, hein, de l'alimentation concentrée, en plus du fourrage, sur des chevaux qui travaillent notamment, c'est d'apporter de l'énergie et des protéines dans des proportions qui sont cohérentes et qui permettent de subvenir aux besoins qui sont augmentés via le travail. Voilà. Et donc, Ok. parmi les sources végétales, juste, voilà, on est assez simple. Donc, tout ce qui est fourrage, la luzerne également, on peut dire aussi que ça peut rentrer dans les protéines type fourrage, tout ce qui est graminé, luzerne. Après, nous, ce qu'on va choisir, c'est, pour faire simple, c'est la protéine de soja, Ouais. qui est une protéine végétale, quand elle est sur du soja bien produit, hein, on est d'accord, qui est propre écologiquement parlant, puisque ça, c'est pareil, ça peut être très, voilà, c'est controversé, notamment quand Donc on fait produit du en bovin, de France, poule. Oui, idéalement produit en France, ce qui est notre idéalement. cas. Idéalement, à défaut en Europe, éviter d'avoir Ouais. du soja qui est produit à l'autre bout de la planète et qui a été, voilà, qui a été récolté sur des zones anciennement forestières. Voilà. Mais il est vrai que quand on regarde l'équilibre de la protéine de soja et sa digestibilité chez le cheval, en ce qui concerne le tourteau de soja notamment, on est clairement sur quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, c'est pour moi une protéine de choix pour Ok, favoriser donc un il y bon en a développement musculaire. dans le fourrage, la luzerne est l'une des meilleures sources végétales sur le marché pour toi. Enfin, pour nous, Oui, c'est la protéine de soja, à condition que ce soit exactement. un soja de bonne qualité. En gros, Par c'est exemple, ça. le tourteau contient Ouais. 45% de protéines. Bon, là, il y a des protéines dans tous les ingrédients, hein. Les céréales contiennent 10% de protéines, mais la teneur en lysine, par exemple, n'est pas satisfaisante. Et c'est vrai que pour ça, on va plutôt chercher les ingrédients qui sont plutôt concentrés en, en protéines. Donc, on a le soja, mais on pourrait aussi citer la protéine de pomme de terre, on pourrait citer, même si on va sur la protéine un peu animale, le lait, la protéine de lait, hein, qui est une protéine intéressante, notamment chez le jeune. Ouais. On va retrouver dans notre aliment fall, par exemple. Ça, c'est très intéressant parce que les protéines animales sont clairement très riches en lysine. Donc voilà, c'est le genre de protéines qu'on peut être amené à utiliser pour renforcer finalement les apports des fourrages. Ok. On a une question ensuite de Stéphane qui nous parle, qui vient de récupérer un trotteur de course de 4 ans qui a été réformé. Et aujourd'hui, le cheval est encore très musclé et il aimerait pouvoir maintenir ce capital. Et donc, le cheval vit au pré, un pré abrité et boisé. Pour le moment, il a une activité modérée, il lui apporte rien de plus, donc il est nourri au foin à l'herbe, si j'ai bien compris. Il demande quelle ration idéale et quel aliment privilégié pour assurer une transition douce et puis maintenir la masse musculaire de ce cheval. Alors, si le cheval est bien, effectivement, alors, le cheval peut potentiellement perdre sa masse musculaire, c'est clair, mais en général, sauf accident, maladie, etc., ou vraiment sous-nutrition marquée, en général, la masse musculaire sur un cheval qui a une activité modérée
même s'il est nourri au fourrage et au foin et à l'herbe, surtout en ce moment où on a de l'herbe qui est plutôt riche en protéines. Voilà, la masse musculaire ne fond pas comme ça. Après, il est clair que ce que je lui conseille, c'est d'analyser son foin, notamment pour la période estivale où on aura moins d'herbe, et en fonction de la teneur en protéines du foin, d'apporter si besoin. Est-ce que tu as une valeur moyenne, je te coupe, mais une valeur moyenne d'un taux de protéines dans le foin Oui. moyen, En général, le taux bon moyen, c'est 8% sur le sec, 8% sur la matière sèche quand on fait les analyses, entre 8 et 10% en tout cas. En dessous, c'est vrai qu'on commence à finalement à se poser des questions, notamment sur la bonne couverture. Hein. Voilà. Et puis au-dessus, alors, il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Hein. Des fois, à 13-14, on évite. Mais après, le cheval tolère assez bien les excès en protéines. Bon, au cas où le cheval peut transpirer blanc, si on a un excès, notamment les protéines de graminées, donc d'herbe, en tout cas, l'herbe contient potentiellement des protéines qui peuvent être de qualité moyenne. On peut avoir une sudation plus importante en cas d'excès. Ouais, si le cheval a un excès, il ne va pas les stocker, il va tout de suite les éliminer. Il y a la transpiration. Les éliminer, voire les fermenter, puisque le cheval a une flore digestive dans le gros intestin. L'excès, donc notamment l'azote, etc., va arriver dans le gros intestin, l'excès de protéines. Va être fermenté par les bactéries, et puis donc après on peut avoir effectivement une surcharge, on va dire, relative. En tout cas, on va faire travailler le foie qui va transformer cet azote en urée. Et l'urée va être éliminée par les urines, par la sueur. Et donc l'urée est très très demandeur en eau pour son élimination, d'où une transpiration plus importante potentiellement, avec justement cette écume blanche qu'on peut apercevoir de temps en temps sur des chevaux qui vont à l'herbe, par exemple, au printemps et puis à l'automne. Voilà, en tout cas en fin d'été. Mais honnêtement, le seul risque, le risque de mon point de vue, c'est effectivement potentiellement que ça entraîne une déshydratation, donc potentiellement des soucis en lien avec l'hydratation. Donc attention aux problèmes musculaires de manière indirecte, on va dire, même si c'est pas la première cause, hein, puisque voilà, on n'a pas parlé, mais on peut avoir des chevaux qui souffrent de problèmes musculaires récurrents, hein, qui peuvent être déterminés par un gène, hein, par des gènes. Des problèmes, voilà, la maladie récurrente, myopathie récurrente à l'effort, différents types de myopathie. Il y a un du ou BCCM, etc. Exactement. Et donc là, on est encore sur autre chose, mais il est clair que c'est l'excès, on évite. Mais c'est vrai que la carence, souvent chez les chevaux de loisirs, effectivement, on a des besoins énergétiques qui sont couverts par le foin. Par contre, on va potentiellement sous-estimer et puis négliger un peu les apports protéiques. Et donc là, effectivement, pour ce client qui pose la question, il est clair qu'il faut faire attention, analyser le foin, le fourrage. Tant qu'il y a de l'herbe, c'est pas très grave puisque l'herbe est souvent excédentaire en azote. Et puis derrière, d'accord, donc tant qu'il y a de l'herbe et que le cheval est à l'herbe, il n'y a pas trop à s'inquiéter sur les apports protéiques. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et puis ensuite, en fonction de l'effort, si le cheval a besoin d'énergie en plus, on apportera un aliment plutôt classique, un aliment type adulte ou adulte énergie. Si maintenant, si le cheval n'a pas besoin particulièrement d'énergie, puisqu'il est très bien couvert en termes d'état d'engraissement sur ses côtes, il a un état corporel qui est bien d'un point de vue masse graisseuse, donc les côtes bien couvertes, palpables correctement à difficilement palpables, mais que par contre au niveau du dos, on voit que il manque un petit peu par exemple, là on peut être amené à apporter soit du céréal free, soit du no-stimule en plus, avec de l'oligovite potentiellement. Voilà, donc ça peut faire une réaction. Qui est un aliment sans céréales, mais qui permet d'apporter des oligo-éléments, vitamines et puis des sources de protéines aussi. Et le myostimule, je pense qu'on reviendra un petit peu dessus plus tard, c'est un supplément nutritionnel qui permet d'apporter des acides aminés et que tu peux mettre en plus d'une ration dans certains cas un petit peu spécifiques. Exactement. Pour renforcer, sur une ration qui est déjà en place, on veut juste corriger les apports protéiques, le myostimule peut être intéressant. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, concrètement, pour cette personne-là, tant qu'il y a de l'herbe et que le cheval est à l'herbe, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Après, en fonction de son travail, plutôt un aliment comme l'adulte, ou si le fourrage suffit au cheval pour couvrir ses besoins énergétiques, à ce moment-là, un aliment comme le céréal free pour apporter une source de protéines en plus. Oui, exactement. Si son état d'engraissement est suffisant, effectivement, ça peut suffire, mais autrement de l'adulte avec un peu d'oligovite, même si la quantité est limitée, mais un kilo d'adulte, ça va être quelque chose comme 4 grammes, quelque chose comme ça de lysine, peut-être un petit peu moins, mais autour de 4 grammes, je crois, de tête. Donc ça fera toujours ça. Sur un cheval à l'entretien, à peu près, c'est une vingtaine de grammes de lysine par jour. D'accord. Voilà, donc en théorie, un 500 kg à l'entretien. Oui, ça, c'est, on va dire, 22, voilà, exactement. C'est un cheval qui travaille de manière intense, on est plutôt de l'ordre de 45 grammes à 50 grammes. Et on va doubler les besoins. Derrière, il faut bien sûr suivre avec le concentré. Et
voilà, si le foin est tout à fait bien pourvu et très bien pourvu en protéines, potentiellement l'oligovite suffira. Par contre, je recommande quand même d'apporter de l'oligovite puisque le foin potentiellement peut être carencé en Oui, oligo en et en apport en vitamines. minéraux et en vitamines, Voilà, quoi qu'il en soit, toujours c'est apporter ça, des oligo-éléments et des exactement. vitamines au cheval. Donc, finalement, Ouais, on le redit à chaque fois. Ça exactement. marche. Et c'est toujours la lysine qui est le facteur limitant, si je Oui, comprends bien. exactement. Ah, C'est souvent. là-dessus. Alors, c'est réducteur, hein, ça c'est réducteur, mais moi c'est quand même là-dessus. Si on veut faire simple, on base notre jugement là-dessus et puis sur les apports aussi. C'est ce qu'on va regarder alors quand on est un peu plus précis, on peut regarder chez le cheval la lysine et la tréonine, bon, voilà, peu importe. Mais c'est à défaut, voilà, c'est la lysine, les MADC, et ça c'est des notions INRA. On le regarde aussi, mais c'est pas très spécifique honnêtement, et voilà, et ça traduit pas forcément de la qualité de la protéine, puisque voilà, je trouve que c'est moins. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la lysine. Et puis après, la digestibilité, on la connaît. Hein. Le soja, c'est très très bien. La luzerne, l'herbe, c'est bien, mais c'est moyen. C'est les protéines de base. Hein. Le cheval étant un herbivore, il a évolué avec ces protéines-là qui sont intéressantes, qui sont bien, on va dire, en base. Après, si on doit renforcer les rations en protéines, c'est pas des protéines. Moi, je ne veux pas choisir, par exemple, la luzerne pour renforcer une ration en protéines. C'est clair que je verrais plutôt sur du soja, la protéine de pomme de terre ou éventuellement une protéine de lait. D'accord. Et quand on dit, je reviens sur la qualité de la protéine, parce que quand on regarde le taux de protéines d'un aliment, ça suffit pas. Il faut regarder, c'est la qualité de la protéine qui est super importante aussi. Oui, clairement. Et ça, tu le Ouais. juges avec la teneur en lysine. Tu le juges comment, la qualité d'une Oui, protéine? alors Tu l'estimes faut comment? prendre. Alors, il faut l'évaluer de manière qualitative, il faut regarder la composition de l'aliment, et puis on va chercher les sources protéiques, puisque dans un aliment, on a souvent un noyau qui est constitué, alors soit des céréales, soit, voilà, on a souvent, chez nous, on a plutôt un noyau céréales luzerne, avec plus ou moins, voilà, on peut avoir plus de luzerne que de céréales en fonction du type d'aliment. Et puis ensuite, on va chercher, on va dire, les sources qui sont plutôt enrichies, qui apportent de la protéine. Donc, ce sont souvent les tourteaux. Et si on doit les classer, c'est bien expliqué dans notre brochure. En gros, la plus qualitative, vous l'avez compris, c'est le tourteau de soja comme source de protéines. Ensuite, on a le tourteau colza, mais moi, je ne le conseille pas forcément. Et encore moins le tourteau de tournesol, qui contient de la protéine, hein, mais qui, par contre, est pauvre en lysine. Donc, ça, je déconseille. C'est clair qu'on va plutôt chercher les sources de protéines. Donc, celle que je vous ai citée tout à l'heure. Et puis, quand on voit le son blé, on pense que le son blé, on n'a rien dans le son blé. Mais en fait, c'est faux. Le son blé fait 15% de protéines. Par contre, on est sur une protéine de céréales et les protéines de céréales contiennent des taux médiocres en lysine. Donc ça, on déconseille. Mais il est clair que voilà, si on a dans les ingrédients, dans les 3-4 premiers ingrédients, la luzerne et du son, et qu'on a un aliment autour de 14 de protéines, bon, il est clair que d'un point de vue apport en lysine, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que l'affichage n'est pas obligatoire sur les étiquettes, mais on peut se douter que si on n'a pas une correction derrière, et même avec une correction, si on a une teneur en protéines de l'ordre de 13-14 sur l'aliment, finalement, on peut se douter que les apports en lysine ne seront pas très élevés, voire faibles. Donc, ce n'est pas le tout de dire j'ai un 16 de protéines, j'ai un 13, j'ai un 14. Après, ce qui est important, c'est Regarder la source. voilà, c'est d'avoir une lecture. Alors, il n'y a pas besoin d'être un grand nutritionniste ou autre. Je vous dis, c'est identifier les ingrédients. Il n'y en a pas. On utilise, les ingrédients utilisés sont quand même assez récurrents. On est à peu près toujours sur les mêmes ingrédients. Donc, une fois qu'on les a identifiés, c'est facile après de s'y retrouver en comparant les étiquettes. Et je vous dis, un tourteau de tournesol, c'est clairement plus médiocre en termes d'apport en lysine qu'un tourteau de soja. Ça, c'est clair. Ok. On a une question maintenant de Laurent qui demande, donc le cheval reçoit une ration à base d'orge avec du tourteau de soja justement, et qui demande s'il est judicieux de le complémenter, notamment pour l'apport en protéines. Alors je pense que les protéines les besoins en protéines sont apportés par le soja. Alors ça, exactement. C'est une ration assez simple, voire très simple, parce que là on est sur une céréale qui apporte donc de l'énergie sous forme de glucides, d'amidon, un soja qui est très concentré en protéines. Alors, sur une ration comme ça, on va être sur quelque chose de très concentré, c'est bien pour l'énergie que pour la protéine. Donc, il est clair qu'il n'y a pas besoin de renforcer. Alors, il suffit juste d'ajuster les apports en soja par rapport à la teneur en protéines du fourrage, éventuellement, et puis par rapport aux chevaux qu'on a, bien sûr, si on est sur une jument en lactation, si on est sur un cheval en croissance ou un cheval de loisir. Et puis derrière, ce qu'on va pouvoir faire, c'est bien sûr couvrir les apports en minéraux, oligovitamines, c'est important, en complémentation, éventuellement diversifier les sources d'énergie en apportant de la matière grasse, ou de l'huile, tout simplement. Et voilà. Et après, on va regarder, je vous dis, l'amidon. Il faut faire attention aux apports en amidon, à ne pas avoir la main trop lourde avec ce genre de ration, puisqu'on est vraiment sur de l'ultra concentré, parce que l'orge fait 50%, un peu plus d'amidon.
on est vite sur des taux et sur des valeurs quotidiennes qui sont élevées. Donc, on fait attention. Soit on se limite, on met une petite ration. Si après on veut diluer, si on veut mettre plus en volume, dans ces cas-là, il faut diluer un petit peu tout ça en apportant d'autres ingrédients. Mais ça peut être une petite ration, enfin une ration très concentrée. On apporte un minéral adapté, éventuellement une matière grasse, et puis un bon foin. Ouais, c'est ça. En limitant la quantité, ça le fait. Et puis encore une fois, en regardant à quel type de chevaux on a à faire. Si on est plutôt sur l'élevage ou du cheval de loisir. Ok, donc là, ça, à la limite, ce qu'il faudrait, donc pour les protéines, ce serait couvert. Il faudrait apporter, si c'est pas déjà fait, oligo-éléments, vitamines et puis une source de matière grasse à ce moment-là pour avoir une ration équilibrée. Et encore une fois, l'idéal, et c'est toujours la même chose, le cheval est un herbivore, l'idéal c'est de ça, quand on veut rationner, il faut vraiment connaître les valeurs du foin. Alors je sais que le foin peut changer en fonction de son stock, etc. Mais c'est pas toujours à un moment, mais à un moment donné, il faut quand même faire un point zéro et contrôler son foin. Puisque surtout là, sur des rations très concentrées comme ça permet quand même d'ajuster les apports, hein, parce que le soja, c'est 450 grammes de protéines au kilo, hein, donc c'est très très concentré. Donc voilà, en jouant sur quelques centaines de grammes, on va complètement modifier les apports. Donc ça, je vous le conseille quand même toujours. Analyse de foin, c'est vraiment la base. Ça coûte pas cher et franchement, ça permet de ne pas faire de bêtises et surtout d'anticiper d'éventuels problèmes, des problèmes de développement musculaire notamment. Ça, c'est important. Ouais. Le foin, c'est la base, et la base, c'est de connaître les valeurs de son foin. Okay. Exactement, c'est la grande base. Et puis après, en fonction des chevaux, on avise et puis on adapte. Alors, je te coupe, on a 2 questions sur Facebook. Une de Sophie, je pense qu'on y répondra peut-être à part, c'est à propos des argiles présentes dans l'adulte spécifique énergie. Donc, on y répondra en dehors du live, mais spécifiquement, si ça te va. Ouais, et on a une question de Marion, qui est une jeune pentorse, difficile à maintenir en état, notamment en hiver. Elle a une ration d'adulte énergie et du foin à volonté. Alors, je ne sais pas, Marion, si vous pourriez nous préciser quelle quantité d'adulte énergie elle reçoit. Et sinon, Cyril, qu'est-ce que tu peux dire? Et l'âge de la pentorse, mais globalement, oui, voilà. Après, si on considère par exemple qu'elle a 4 ans ou moins, clairement l'hiver, en fonction du fourrage, encore une fois, on peut être amené à conseiller du breeding à la place de l'adulte énergie, sachant après, il faut voir effectivement le niveau d'activité, mais ça c'est intéressant. Alors il y a 2 options, soit on passe sur du breeding qui fait 4% de plus en protéines sur une base soja. Et pour une qualité, de toute façon, quel que soit l'aliment dans notre gamme, c'est la même qualité. Ça va être la même qualité. Soit on décide de rester sur l'adulte énergie, puisque, admettons qu'il y ait une écurie complète et tous les chevaux sont nourris avec cet aliment, auquel cas, on peut être amené à conseiller plutôt un supplément, donc le myostimule, par exemple, et apporter. C'est la 4 litres par jour. Voilà, donc je le vois, 4 litres par jour, vous pouvez tout à fait et sans aucun souci basculer sur du breeding. Donc 4 litres par jour, c'est 3 kilos. Et vous lui apporterez, en passant sur le breeding, 120 grammes de protéines en plus, donc 5 ans. Ok, bon, 5 ans, on est. Alors, ça va dépendre effectivement. Il faudrait voir au niveau de son développement musculaire, de sa couverture, de son état d'engraissement sur les côtes, etc. Mais si on en part du principe que c'est au niveau dorsal que ça peut coincer, il est clair que on peut tout à fait, sur des rations comme ça, on ne fera pas de bêtises en remplaçant l'adulte énergie par du breeding. Et avec un bon foin, et normalement vous devriez voir la différence, et ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire encore aujourd'hui. Voilà, j'ai vu un cheval avec des petites rations. Voilà, et puis encore plus sur les chevaux âgés, qui avaient justement ce genre de soucis, et on avait aménagé la ration, on a ajouté du breeding, et ça a très très bien marché, et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qui marche très bien. Mais après c'est aussi possible de le faire en gardant l'adulte énergie, en ajoutant du myostimule. Voilà, exactement. Ok. Ça marche. Parce que le breeding, il faut rester quand même sur une ration raisonnable, du coup, et pas que le cheval travaille de manière trop intense en fonction de son âge. Oui, voilà. Alors, sur les chevaux de sport, en général, ça passe de toute façon. Effectivement, on va le faire. On va se limiter, quoi qu'il arrive, à 6 litres par jour sur des chevaux qui travaillent. Ouais. Parce qu'au-delà, je trouve que c'est pas raisonnable. Effectivement, 6 litres. Des chevaux qui travaillent, en général, quand on veut faire reprendre de l'état à un cheval, et notamment de la masse musculaire, bon, comme je vous disais, il y a 3 choses à respecter. Les apports énergétiques, il faut s'assurer qu'ils soient corrects. Le cheval, si on a un cheval qui est complètement découvert au niveau des côtes et qui présente un état d'engraissement qui est clairement insuffisant, déjà, il faut ajuster les apports en énergie. Ensuite, apporter avant de lui apporter avant de vérifier l'apport en protéines, il faut s'assurer qu'il ait suffisamment d'énergie pour couvrir ses besoins. Exactement. Un cheval qui n'a pas d'eau et qui est découvert sur les côtes, bon, si on va aller très vite, on peut mettre un aliment protéiné, mais déjà, en ajustant les apports énergétiques et en mettant des apports en protéines
va dire, classique, en apportant de la lutte énergie par exemple, déjà on peut clairement améliorer les choses. Et voilà, donc ça, il faut le regarder. Et puis ensuite, le troisième point important, c'est le travail. C'est-à-dire que pour faire prendre du muscle à un cheval, bien sûr, il faut lui apporter ce qu'il faut dans l'alimentation, dans la ration. Mais après, il faut le faire travailler de manière correcte. Alors moi, je ne suis pas coach sportif, mais on est plutôt sur du travail on va plutôt effectivement des trottings, pas trop intenses, puisque quand on arrive sur des séances trop intenses, on va plutôt mettre du stress au cheval, puisque l'effort maximal, c'est un stress pour l'organisme. C'est-à-dire qu'on va plus être on va entraîner une production de cortisol, d'adrénaline, etc. Et ça, on sait que c'est défavorable à la prise de muscle. Donc on va plutôt avoir un travail modéré, jamais de travail intense quand on veut reprendre du muscle. Et puis là, on peut renforcer la protéine. Modéré, mais du coup, sur combien de temps On peut le répéter quotidiennement. Après, les séances, en général, on ne va jamais faire plus de 30 minutes. C'est autour de 30 minutes, jamais plus d'1 heure en général, puisque après, il y a un minimum passer sur... Non, en général, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, l'entraînement du cheval de sport, mais c'est entre 30 minutes et 1 heure en général, sachant qu'on a pas mal d'échauffement, de la détente. Et puis après, ce qu'il faut, c'est pas aller dans le rouge, pas mettre le cheval dans le rouge, mais plutôt rester sur du travail. On va plutôt répéter. Alors après, c'est la fonction qui crée l'organe. Si on veut développer les muscles de la cuisse, parce qu'on a un cheval qui saute, on peut lui faire sauter de tout petits obstacles, des cavaletti, des choses comme ça, pour aussi travailler, répéter le geste, etc. Et puis, ne serait-ce que d'avoir l'impulsion, c'est toujours intéressant. Mais l'idée, c'est, de mon point de vue, ne pas aller dans le rouge, puisque dès qu'on met de l'intensité, le cheval ne va pas répondre de manière aussi satisfaisante que quand on reste sur du modéré. Très souvent, sur les chevaux qui sont en effort vraiment submaximal en pleine saison, si vraiment on veut leur faire reprendre du muscle et puis éventuellement de l'état, donc au niveau masse graisseuse, un petit peu, l'idée, c'est clairement de ralentir un peu le travail. Ça permettra de diminuer les besoins d'énergie, de faciliter finalement la reprise d'état déjà, et puis ensuite pour justement faire un travail de musculation, clairement, pour aider le cheval à reprendre. Donc si ça va être du travail sur plat, tout simplement de l'assouplissement, de placer le cheval pour qu'il puisse travailler correctement au niveau de son dos et de sa sangle abdominale, puisque ce sont deux gaines, enfin en tout cas qui travaillent conjointement, et travailler le cheval dans le bon sens, comme on dit. Et puis voilà, et puis le faire au moins un mois, il faut se laisser du temps aussi. Un cheval ne reprend pas en 15 jours comme ça. S'il reprend en 1 semaine, c'est souvent un cheval qui est déshydraté après un transport, après un gros effort. C'est un cheval qui avait séché, comme on dit, et qui peut reprendre très vite, qui va reprendre du ventre parce qu'il va hydrater son contenu digestif notamment, il va boire, il va reprendre l'eau qu'il a perdue finalement. Mais autrement, vraiment, le développement musculaire, ça prend un peu de temps. Il faut être patient. C'est vraiment voir des choses entre 1 et 2 mois. Exactement. Ok. Du coup, on a aussi une question sur Instagram, je ne sais pas si tu vois, de Dina Physio, à qui on a répondu tout à l'heure sur la protéine. Pour prendre en muscle, il ne faut pas mettre en charge progressive et monter en intensité. Alors, ça c'est pour l'entraînement, c'est ça? Oui, je pense, ouais. Elle vient d'être posée pendant que tu parlais de l'exercice. Oui, il est clair que de toute façon, comme n'importe quel système de l'organisme, il faut y aller progressivement. Dans tous les cas, il est clair que déjà, quand vous prenez par exemple des chevaux d'endurance ou même des chevaux, la marche rapide peut être très intéressante déjà pour muscler le cheval. Après, effectivement, il faut y aller progressivement de mon point de vue. Mais encore une fois, je ne suis pas la meilleure personne pour parler d'entraînement et de musculation. Moi, c'est clair que voilà, c'est ça, c'est plus la nutrition, mon dada. Ok. Après, on a une question de Lisa. Alors, c'est un petit peu la même que tout à l'heure. Puis-je donner à ma jument uniquement des CMV, donc compléments minéraux et vitaminiques? La jument a un round balleur de foin de croc et ainsi que de l'herbe. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tant qu'il y a de l'herbe en quantité suffisante, il n'y a pas trop de soucis à se faire si l'état de la jument est satisfaisant. Oui, c'est ça, exactement. Et puis après, le foin de croc est plutôt réputé pour être plutôt riche en protéines, de par sa composition. Alors après, il faut quand même se méfier, puisque on analyse des foins de croc aussi, et puis c'est pas toujours constant, les teneurs. On peut avoir du 12%, on peut aussi avoir du 6% en protéines. Donc encore une fois, c'est intéressant d'analyser, mais globalement, oui, si le foin est bien pourvu en protéines, le CMV type oligolyte peut tout à fait suffire dès lors que le cheval a une activité légère à modérer et qu'il se tient, parce que le résultat final, c'est à la fin, c'est le cheval. Et que son état musculaire est satisfaisant, notamment au niveau du dos, au niveau des épaules et puis de l'arrière-main. Et ça, c'est clairement, ça peut suffire. Ok. Est-ce que tu vois la question de Julie qu'on vient de recevoir sur Facebook pour son jeune arabe de 3 ans? Ouais. Pas. Par jour, il faut augmenter, ok.
Ouais, qui travaille 2 à 3 fois par semaine, qui a 1 litre de breeding. Il est beau, mais il a un ventre très rond. Elle dit que les vermifuges sont à jour. Et Ouais, les alors côtes à peine. ouais, les Antilles ont souvent le ventre Ouais, assez rond. Pardon. c'est ça. C'est un peu les spécialistes. Donc effectivement, côte à peine palpable, donc état d'engraissement satisfaisant. 1 litre de breeding, c'est pas beaucoup. Euh, donc le dos, il faudrait voir un petit peu comment est-ce qu'il est au niveau de son dos. Clairement, ça pourrait, si on est sur un foin de prairie plutôt light, on pourrait être amené, lui, il pourrait être par exemple recevoir du stimulant plus. Augmenter du breeding, dans ce cas, c'est pas conseillé, puisque si le cheval est bien couvert au niveau de ses côtes, notamment, on part du principe que les apports énergétiques sont suffisants, donc il n'y a pas d'intérêt d'apporter 1 litre de breeding en plus, puisqu'on va apporter aussi l'énergie que ce n'est pas nécessaire potentiellement. Donc là, on ira plutôt sur du myostimule, par Un exemple. Ça complément pourrait être de intéressant. Oui, myostimule. voilà. Et puis après, les Pour Antilles, simplement, du coup, a priori, ses besoins énergétiques sont couverts. Donc là, on va chercher oui, simplement à renforcer les apports en acides aminés, en oui, protéines. exactement. Ok. Exactement. Et puis après, voir, encore une fois, analyser le foin. Si on est un foin qui a la teneur en cellulose aussi est quand même importante, parce que bon, il est clair que bon, le ventre, le fait que le cheval soit ventru, on peut avoir un souci par exemple sur la sonde abdominale, mais on peut aussi avoir une distension du contenu digestif causée par des fibres qui ne sont pas très digestes. Et ça, on le voit avec la cellulose notamment. Voilà, quand on a une cellulose à 35% sur la matière sèche, clairement, on peut se dire que on n'est pas sur un foin très digeste, très énergétique. L'idéal étant d'être sur 30% quoi, ou moins sur la matière sèche en cellulose. Donc ça peut aussi être une piste pour potentiellement après aller chercher un foin, un foin un peu plus digeste, ça peut être intéressant aussi. Alors à jour de Ouais. vermifuge, ok, bon, je lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Après sur les jeunes, je conseille toujours, alors 3 ans, il a passé un peu le cap, mais je conseille de faire des coproscopies. Alors là, on est un peu entre deux vermifugations, parce que souvent, on va vermifuger fin d'hiver, donc début printemps, fin mars, et puis on va recommencer éventuellement, en fonction, pareil, hein, de la charge parasitaire, etc., à voir avec le vétérinaire, mais on va plutôt faire ça après fin juin, quand on passe en été. Bon, sur des chevaux qui ont du ventre, c'est bien qu'il soit, voilà, s'il est à jour, tant mieux. Mais en tout cas, la prochaine vermification, ça pourrait être intéressant, ou un petit peu avant, de faire une coproscopie, c'est-à-dire de prélever des crottins et puis de regarder au Ouais. microscope, voir s'il a des œufs ou pas de stron, notamment. Ça, c'est Ok. voilà, une piste à forcément envisager, mais s'il a un jour, bon, ok, on la met pas en premier, on va plutôt la mettre en deuxième ou troisième. Et moi, je mettrais plutôt en premier les apports en protéines. Et voilà, c'est d'autant plus important qu'on est sur un entier. Et les entiers, après, il faut le travailler dans le bon sens, etc. Mais Il y a enfin, regardez je sais si. que les exercices, c'est pas trop le sujet, mais pour muscler les abdos, est-ce qu'il y a quand même un type d'exercice particulier ou pas? Ouais, bah alors après, l'idée c'est de travailler les chevaux sur le plat, les travailler placés. Ouais. Le pas aussi est intéressant, le pas rapide, c'est intéressant, notamment les pur sang arabes sont très forts pour faire du pas rapide là-dessus, donc ça peut être intéressant pour justement hein, pour mobiliser la sonde abdominale. Ok. Ça peut être intéressant. Après, voilà, il y a peut-être des exercices plus spécifiques que moi je Ouais. ne maîtrise pas trop, mais il faut regarder tout ça. Mais en un, je mettrais quand même le déficit, enfin regardez quand même le déficit protéique. 1 litre de breeding, c'est tout à fait classique pour un cheval qui a foin à volonté, un pur sang plutôt arabe qui fait 400-450 kg en fonction de la souche, autour de 400 kg. Mhm. Voilà, avec du foin à volonté, je ne suis pas étonné que le cheval soit en état avec ça. Maintenant, il faut ajuster quand même la protéine si besoin. Ce qu'on fait un peu quelquefois avec les poneys aussi, des poneys de Grand Prix ou autres, on apporte des petites rations et puis quelquefois, ben, notamment quand ce sont des poneys un peu vieillissants, eh bien, on peut être amené à renforcer les apports en protéines avec du myostimule par exemple, puisqu'on a des chevaux qui ont tendance à perdre au niveau du dos. Voilà. D'accord. Ok. Super. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu il y a Dina Physio qui a reposé la question sur le foin de Cros. Est-il plus riche en protéines que le foin standard? Si Oui. je me souviens bien, la réponse est oui, mais on peut avoir des mauvaises surprises. Enfin, des mauvaises Alors, surprises. voilà, non mais après oui, alors, le foin de la plaine de Cros, c'est un foin qui est labellisé, hein, qui est aussi une AOC ou AOP. Et donc ses particularités, si je résume, donc il est plus riche en protéines, il est plus minéralisé, donc il contient notamment plus de calcium. Voilà, il contient quasiment autant de calcium qu'un foin de luzerne. Ça, on fait attention à ça. Et puis, en général, il est plus énergétique et c'est lié au mode de récolte, à la composition du foin. Il peut aussi être plus riche en sodium, etc. Maintenant, il est vrai que on a quand même des résultats quand on fait les analyses qui sont hétérogènes. Et ça, je le dis de manière objective. Hein,
Voilà, puisqu'on n'est pas vendeur de foin. Et puis le foin de croc, moi je suis très content quand on a un très bon foin de croc, parce que c'est toujours ça de gagner. Et, voilà, et l'idée notamment, normalement, c'est d'avoir un foin standardisé dans les valeurs. Donc voilà, donc, normalement plus de 10% de protéines sur le sec, plus de 10 grammes de calcium, autour de 10 grammes de calcium, sur la c'est plutôt sur le brut, désolé. Et voilà, mais c'est vrai qu'on a actuellement, enfin depuis quelques années, en tout cas, moi, ça fait une dizaine d'années qu'on fait des analyses, et c'est clair que ça peut être hétérogène. Donc encore une fois, je conseille comment dire, de l'analyser. Est-ce qu'il y a une question d'Alix qui demande si le foin de croc n'est pas particulièrement riche en sucre par rapport à Non, un foin en théorie, non. standard? En En théorie, théorie, non. non. Ok. Non, les foins qui peuvent être riches en sucre, on est plutôt sur des foins plutôt, on va dire, prairies, pas artificielles, mais plutôt riches en raigrats, en Ouais. variétés qui ont des croissances rapides. Foin de prairie, un foin de prairie qui est laissé, qui est récolté au stade vraiment très monté. Hein, donc on dit floraison, épiaison, voire floraison. Potentiellement, si on fait ça en plein été où il y a de fortes, donc un ensoleillement très fort, potentiellement une sécheresse, etc., on peut clairement avoir beaucoup plus de sucre dans un foin de prairie que dans un foin de croc, voilà, qui lui est plutôt coupé à un stade voilà, plus avancé. Ça marche. En théorie. Une question de Luna sur Instagram, qui a une jument de 18 ans qui travaille 3 fois par semaine. Elle demande quel aliment on lui conseille. Je pense que l'adulte devrait lui convenir. Bon, après, c'est adapté en fonction de l'état de sa jument. Oui, exactement, puisque 18 ans, alors là, on passe dans la catégorie senior, où il est clair que chez les À chevaux partir de plus âgés, 17 ans, 17 ans, on considère un cheval comme senior ouais, alors en c'est général. variable. Moi, dans ma tête, au-dessus de 15 ans, je commence à regarder et à me dire, attention, catabolisme, donc destruction protéique plus importante. En tout cas, les chevaux plus âgés ont plus de mal à gagner, à faire de la masse musculaire, hein, puisque c'est pareil, hein, le muscle, en tout cas, la masse musculaire est en renouvellement constant. Alors, l'idée, elle peut être mobilisée pour faire de l'énergie, pour produire de l'énergie, mais on a un renouvellement qui se fait. Donc, il est clair que chez les vieux chevaux, on a Elle est finalement constamment dégradée et remplacée, quoi. voilà, et la dégradation a tendance à être un peu plus rapide que la reconstruction, on va dire. En tout cas, que l'entretien, que l'anabolisme, on appelle ça. Voilà. Et donc, il est clair que donc les chevaux âgés, plus âgés, passé 15 ans, on fait attention notamment au niveau du dos. Donc, effectivement, si le foin est correct, que la jument est bien au niveau de son dos, on peut partir sur un aliment classique type adulte. Maintenant, si on est un peu plus juste dans les apports, notamment du foin, que la jument a un dos qui est limite un petit peu insuffisant, donc plutôt concave au lieu d'être bien rempli, par exemple, bien convexe au niveau des lombaires. Un garrot on n'est jamais convexe au niveau du garrot, hein, c'est-à-dire on n'est jamais bombé au niveau du garrot, mais si on a un garrot qui est vraiment très concave, très saillant et très creusé, comme on dit communément, il est clair que moi je conseille de renforcer les apports protéiques. Alors, si elle travaille 3 fois par semaine, il faudrait voir un petit peu l'intensité. On pourrait imaginer la mettre sous breeding à 4 litres par jour, si ça lui suffit. Autrement, on peut garder un aliment type adulte, ajouter du mustimule, voilà, et ça peut être la solution, on va dire c'est 2 solutions possibles. Mais quand on a 4 litres, jusqu'à 4 litres d'aliments, pour moi, pas de contre-indication voilà, à switcher sur du breeding. Ok. Après, si le foin est correct et que Et le dos de la la jument est masse correct, voilà. musculaire, le dos de la Ouais, la jument, masse la ligne musculaire. du dos est correcte, Ouais. Et puis la main, etc., il est clair qu'il ne faut pas on non peut plus rester sur l'adulte. anticiper les Qu'est-ce qu'il problèmes. faut regarder pour juger de la masse musculaire d'un cheval? Ce qui se voit le mieux plus rapidement, c'est le dos. Ouais. C'est intéressant le dos. La croupe, attention parce qu'au niveau état d'engraissement, quand on a des chevaux qui sont bien couverts sur la croupe, on ne voit pas forcément après l'état musculaire. C'est évidemment le muscle est enrobé par la masse graisseuse. Les épaules aussi, moi je trouve ça intéressant. L'encolure également. L'encolure qui va plutôt, pareil, être concave au niveau vraiment du plat de l'encolure. L'épaule près de l'articulation de l'épaule, on a très peu de masse graisseuse qui vient là. Vraiment sur la pointe de l'épaule, juste voilà, les muscles qui s'insèrent sur l'articulation de l'épaule. Là aussi, c'est intéressant de regarder, mais clairement, moi, ce que je vois souvent, c'est la ligne du dos au premier abord, ligne du dos. Je regarde le ventre aussi, parce que très souvent, vous regarderez, les chevaux qui sont démusclés sont en poire, c'est-à-dire qu'ils ont un dos qui est plutôt creusé, et voilà, et plutôt des chevaux ventreux. Et souvent, alors ça, c'est l'erreur qu'on peut être amené à faire. De loin, on se dit, ah, le cheval est gros, donc je vais baisser sa ration. Donc, une ration concentrée. Donc, on baisse l'énergie, mais on baisse aussi la protéine. Et ça, il faut vraiment faire attention, puisqu'on ne fera qu'aggraver le problème. En plus de ça, on va baisser les apports énergétiques. Donc, le cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mobiliser ses muscles pour faire de l'énergie.
Et donc, on va accentuer, qui va encore accentuer plus ben voilà. brûler, enfin dégrader les protéines sans Mmh. les renouveler, quoi. Exactement. La masse musculaire sans la renouveler. Toujours avoir un diagnostic. Pas en train de poser un diagnostic médical, mais en tout cas, sur l'approche, il faut vraiment bien regarder son cheval et puis bien cerner les choses. Un cheval gros versus un cheval gras, potentiellement, ce n'est pas la même chose. Au niveau du ventre, voilà, dans le ventre, dans l'abdomen, on a en premier lieu, on a le gros intestin, les intestins avec un contenu qui se compose de fibres et d'eau, de minéraux, etc. Mais voilà, ce qui fait le volume, ça va être les fibres, ça va être l'eau, et donc potentiellement aussi du gras entre les intestins. Voilà, on fait attention. Un cheval qui est levretté, par exemple, qui a les flancs creux, qui est rebuté, c'est pas un cheval. Ouais, les flancs creusés, les creux, c'est-à-dire le creux du flanc, au niveau de la pointe de la hanche, juste devant. Voilà. On ne va pas se dire le cheval a maigri, il a perdu de l'étain, on va lui remettre des céréales, c'est pas ça. C'est un cheval qui a pompé finalement, soit pompé son eau finalement dans son gros intestin, puisque ce que je dis souvent, le gros intestin du cheval qui fait entre 130 et 150 litres représente un petit peu, c'est un peu la même chose que la bosse du dromadaire, si c'est une image qui est juste, mais bon, pour juste vous donner un ordre d'idée, ça permet à un cheval d'endurance, par exemple, va puiser une partie de ses besoins de son eau dans son gros intestin, enfin dans ses intestins, durant l'effort, puisque par exemple, pendant une course d'endurance, il peut perdre jusqu'à 60 litres de sueur, et donc on va clairement leur donner à boire, mais très souvent ça ne suffit pas, et on a des chevaux qui peuvent être quasiment ventrus au départ de la course, et quand vous les voyez après 130, 160 km, on a des chevaux qui sont tout juste bien, qui sont devenus finalement normaux. C'est pas qu'ils ont maigri, qu'ils ont perdu du gras ou autre, c'est juste qu'ils ont pompé leur eau, absorbé leur eau qui était dans le gros intestin, et le gros intestin, sa fonction, c'est notamment ça. Ok. Bonne transition pour la question suivante. Justement, sur un cheval d'endurance, c'est Marine qui prépare la course d'endurance des 160 km de Florac et qui demande comment préserver. Comment? C'est une belle course, bravo. C'est une très belle course. Pour arriver là, il faut déjà avoir fait des qualifs. C'est très très bien. Ouais. Et qui demande du coup comment préserver son cheval musculairement. Elle fait une cure durant 2-3 semaines avant la course d'électrolytes et elle arrête une semaine avant la course. Elle demande voilà, quoi faire et comment l'aider. Alors, j'ai été cavalier d'endurance et j'ai fait des stages aussi justement avec les sélectionneurs, tout ça. Oui, c'est un peu mon truc. Et effectivement, les apports en électrolytes, on les déconseille le jour de la course, ça c'est clair. Alors, après, quand on change de pays, quand on va notamment aux Émirats, etc., les pratiques ne sont pas les mêmes, mais bon, peu importe. Les électrolytes peuvent être distribués durant toute la phase de préparation. De toute façon, mettre du sel, etc., c'est très bien. Même jusqu'à la veille de la course, ou il faut vraiment arrêter Non, pas la veille, parce que sur des courses comme ça, on arrive plusieurs jours avant. Ouais. Alors, on peut en mettre si le cheval mange bien. Il ne faut pas que ça stoppe l'appétit du cheval. Et on fait attention quand on arrive sur les grosses échéances comme ça. Ce qui nous fait vraiment peur par-dessus tout, c'est que le cheval arrête de manger ou ne mange pas bien. Et donc, on évite de rajouter trop de choses. En tout cas, c'était un peu mon approche. En tout cas, durant toute la phase de préparation, quand on va faire les gros galops, etc., donc qui se préparent déjà plusieurs mois avant, eh bien, il n'y a aucun problème. Honnêtement, vraiment aucun souci à apporter des électrolytes comme ça après les grosses séances où le cheval a transpiré. Ça peut être apporté dans la ration, ça peut être apporté aussi dans l'eau. On peut apprendre aussi au cheval à boire de l'eau qui est salée, un petit peu avec des électrolytes. Voilà, l'avantage quand c'est apporté dans l'eau, c'est qu'on est sûr que s'il prend les électrolytes, il prend suffisamment d'eau avec en plus. C'est ça, on n'aura pas d'appel d'eau dans le tube digestif, et donc on n'aura pas, parce qu'on peut finalement déshydrater le cheval en apportant des électrolytes sous forme de poudre, si le cheval mange ses électrolytes et ne boit pas derrière. Donc ça peut arriver, on évite, donc c'est vrai que le fait d'apporter ça sous forme avec l'eau, au moins on évite ce problème-là, si la concentration bien sûr est respectée, et donc ça c'est déjà un bon point. Donc ça c'est très bien pour le côté hydratation, c'est comme les athlètes humains, très très important pour la récupération musculaire et la protection musculaire. Il faut un muscle bien hydraté. L'organisme d'un cheval, tout comme le nôtre, c'est de l'eau d'abord. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc de l'eau, mettre un seau d'eau si besoin, s'assurer que le cheval va bien boire même sur les jours qui précèdent la course, quand on arrive sur site. Et ensuite, pour protéger le muscle, clairement, moi ce que je vous conseille, donc les antioxydants de base, donc vitamineuses de synthèse jusqu'à 2 grammes par jour, potentiellement du sélénium, plutôt organique, type sélénométhionine, 2 à 3 mg par jour, pas plus, attention au sélénium, mais bon, on a quand même un coefficient de 10, donc pour arriver aux doses toxiques par voie orale, c'est 20 à 30 mg par jour, et on a quand même une marge qui est de 10, et 2-3 mg de sélénium, très important.
On peut apporter d'autres antioxydants. Et après, moi, ce que je lui recommande vraiment, c'est la vitamine E naturelle, plutôt sous forme protégée comme celle qu'on a, nous. Je suis désolé de faire la pub de nos produits, mais voilà, je parle de ce que je connais. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Je ne suis pas commercial de base, mais voilà. Et en fait, cette vitamine naturelle est très intéressante puisqu'il y a une étude notamment qui est sortie à l'automne dernier et qui a démontré que l'apport de 4000 UI, donc ça équivaut à 30 ml de notre E naturel, Naturel, oui. voilà, par jour, eh bien, permettait d'améliorer, donc de limiter la destruction des muscles, donc l'augmentation des enzymes dans le sang après l'effort, et ça permettait également d'améliorer la locomotion des chevaux. Ça a été mesuré par des capteurs, etc. Et donc, ça a été comparé à une alimentation sans vitamine E, et ça a été comparé aussi à la vitamine E de synthèse, qui est intéressante de mon point de vue pour finalement dépasser le seuil de carence, éviter la carence, je vous dis 1 à 2 grammes par jour, et ensuite, donc ça fait 1000 à 2008, pardon. Et pour aller plus loin, si vraiment on veut préparer une échéance et protéger le muscle de manière vraiment ciblée, là je vous recommande d'apporter les unités additionnelles sous forme de E naturel. Donc si on veut mettre 2000 UI, en tout cas c'est entre 20 à 30 ml par jour, alors minimum 7 jours avant la course, et puis on prolonge jusqu'à 3 jours après. Et là franchement, j'ai du recul moi, sur plusieurs chevaux, et c'est vraiment très bien. On peut le faire aussi avant les galops. Si on part, par exemple, pour l'endurance, galoper, faire une séance de 2 heures de galop sur la plage ou sur piste, là, on peut l'aborder un peu comme une petite course et mettre en place de manière ponctuelle, encadrer le galop finalement avec de la E naturelle. Et ça, je peux vous garantir que ça marche très très bien. Et notamment, voilà, il faut faire Minimum attention à 7 jours l'alimentation. avant, tu disais, et de continuer 3 jours Oui, après, c'est ça? ouais, minimum 7 jours D'accord. avant, d'après les études. Enfin voilà, ça, en tout cas, les effets sont notables dès 7 jours, je crois, de tête, et 3 jours Ouais. après, tout simplement, parce qu'on a potentiellement des métabolites, en tout cas des composés potentiellement toxiques, en tout cas oxydants pour l'organisme qui peuvent être produits par l'effort, hein, via l'effort. Et donc l'idée d'apporter des antioxydants après, c'est aussi d'aider l'organisme à récupérer. Alors, après, il y a deux politiques. Dans tous les cas, je conseille de le faire sur la course. Sur la préparation, on peut diminuer un peu la dose. Après, moi, j'avais notamment des vétos, parce que je faisais des contrôles vétérinaires, qui me disaient toujours qu'il faut apprendre au cheval. L'entraînement, c'est aussi ça. C'est apprendre aux chevaux à lutter contre tout ce qui est stress oxydatif. Et donc, en les laissant un petit peu faire et en faisant en sorte de ne pas trop les aider non plus. Donc, voilà, on peut l'aborder différemment, mais c'est vrai que quand on prépare de grosses échéances comme ça, on n'a pas envie d'avoir une tuile sur le dernier galop, par exemple. Donc, à minima, voilà, sur le dernier galop et juste avant, et encadrer la compétition. Et puis avant, on peut rester sur 2 grammes de vitamines synthétiques qui fonctionnent bien aussi, hein, mais qui fonctionnent bien, on va dire, à son niveau. Quoi. Voilà. Pour vraiment protéger de manière optimale, on ira, de mon point de vue, on ne va pas là-dessus. Et puis le sélénium, qui est important, qui va de pair avec la vitamine E. On peut apporter de la vitamine C si besoin, mais ce n'est pas c'est pas la première vitamine à laquelle on pense, puisque le cheval est capable de la synthétiser dans son niveau hépatique. Mais bon, on peut Le quand même. sélénium et la vitamine E vont agir ensemble. Ouais, c'est ça. Et après, on Ok. a d'autres antioxydants, l'extrait de melon qu'on peut utiliser, qui peut être intéressant, qui peut aussi permettre de préserver, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est de protéger le muscle. Donc les antioxydants, l'hydratation, les électrolytes, pour vraiment Ouais. favoriser l'hydratation. Le fourrage, surtout en endurance, on est sur des rations qui sont proportionnellement très riches en fourrage. On est plutôt de l'ordre de 70-80% de fourrage dans la ration totale, alors sur les chevaux de sport, on est plutôt autour de 60%, 70% en fonction des chevaux. Ok. Voilà. Ok, d'accord. En faisant ça, normalement, on n'est pas trop mal. Ça marche. Donc les électrolytes, continuer comme ça et puis regarder Oui, plutôt du côté des antioxydants, vitamine E et oui, sélénium. clairement. On a fait une petite vidéo sur ces deux Oui, suppléments-là justement qui est c'est ça. disponible sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Du coup, on a déjà répondu un petit peu à la question suivante qui demandait quelle était la différence entre le myostimule et le sélénium et quels usages pour chacun. Je te laisse brièvement Oui, rappeler le E-sélénium qui fait quoi. apporte. Ouais, voilà. Donc, le sélénium apporte donc, la vitamine E du sélénium, permet finalement de corriger les rations qui sont déficitaires en ces deux éléments. Alors, pour aller au seuil finalement qui est conseillé, donc autour de 1 à 2 grammes, sur des chevaux qui travaillent de manière assez légère à modérée. Donc, on va apporter 2 Z en fonction de ce que le cheval reçoit à côté. Donc là, c'est vraiment pour couvrir les apports, les besoins en vitamine E et sélénium classiques. Et alors, le myostimule contient effectivement ces deux éléments, ces deux nutriments.
C'est pour le côté, on va dire, le volet un peu protection. Mais ce sont des ingrédients secondaires dans le myostimule. Ce qui est vraiment important dans le myostimule, c'est les apports en protéines. Où là, on va clairement sur des doses plus importantes. C'est le gobelet fait 100 grammes. Voilà, on va plutôt sur 100, 200 grammes, voire 300 grammes. Là, le but du myostimule, c'est d'apporter vraiment des acides aminés, donc des protéines de qualité, et de renforcer les apports protéiques de la ration, clairement. Et est-ce que tu pourrais, alors on a pas mal parlé de la lysine tout à l'heure, mais reparler parce qu'il y a une question de Solange qui demande vraiment quels acides aminés apporter et plutôt en quelle quantité. Elle a une jument islandaise qui va reprendre une activité petit à petit. Elle avait été arrêtée et elle demande quels acides aminés et en quelle quantité elle doit apporter à sa jument pour l'aider à reprendre un petit peu en masse. Donc, est-ce qu'il y a en dehors de la lysine des acides aminés essentiels auxquels il faut faire particulièrement attention? Oui, alors après, là, on va vraiment dans le détail, c'est de la micronutrition, effectivement. Ouais. Alors, on a les acides aminés ramifiés, parmi lesquels la leucine est importante, la thréonine l'est également. Donc voilà, après, pour ne pas rentrer trop dans les détails, comme je vous disais, il faut sélectionner des sources protéiques. Parce que moi, je déconseille les acides aminés de synthèse. Alors, ça peut fonctionner. Hein. Après, je déconseille. C'est-à-dire que ce n'est pas notre politique. Les acides aminés de synthèse, souvent, ça permet, on apporte une protéine qui est plutôt pas terrible en lysine. Bon, on met un peu de lysine de synthèse, comme ça permet de boucher le trou, entre guillemets. Moi, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Donc, encore une fois, on peut raisonner acides aminés, mais là, on est vraiment sur de la micronutrition. Donc, on va regarder les apports, donc lysine, thréonine, leucine notamment. On peut aller sur la vanille, etc. Ouais. Oui, notamment, ça c'est important. On sait que la leucine, c'est un acide aminé ramifié qui est important. Enfin, en tout cas, dans les études, on montré que ça pouvait être intéressant pour favoriser la prise de masse musculaire. La glutamine, demande Nicolas de la Jeunesse sur Instagram. Non, la glutamine, c'est quasiment l'acide aminé le plus abondant, finalement. La glutamine est intéressante à l'état libre. On peut l'apporter, nous, dans certains suppléments, puisque c'est un nutriment pour les cellules à division à multiplication rapide. Donc, les cellules digestives et les cellules immunitaires. Donc, quand on apporte de la glutamine, c'est plutôt pour favoriser le renouvellement de la muqueuse, donc potentiellement une cicatrisation de muqueuse. On en apporte par exemple dans le care pour tout ce qui est ulcère, par exemple. D'accord. Et pour le côté immunitaire aussi, pour favoriser, finalement, soutenir le système immunitaire. Pour le musculaire, clairement, c'est pas sur l'acide aminé qu'on va choisir. Et encore une fois, quand vous regardez les aminogrammes, c'est quasiment l'acide aminé le plus abondant. Donc voilà. Et voilà, après ça, essayez plutôt de vous focaliser sur des sources de protéines. Donc, comme je vous disais, protéines de soja, protéines de lait, protéines de pommes de terre, ça c'est des bonnes sources protéiques. La protéine de pois aussi est intéressante, mais coûte extraordinairement cher. Mais le concentré protéique de pois, hein, pas du pois, parce que le pois est avant tout riche en amidon. Et ça, bon, c'est pas l'idéal. Un amidon qui n'est pas très digeste en plus. Donc, par contre, la protéine de pois, quand elle est concentrée, elle peut être très intéressante. Mais ça coûte vraiment très très cher. Donc, je vous dis, le soja, c'est vraiment, quand on a un bon soja bien produit, ça reste pour moi la protéine de choix, aussi bien d'un point de vue rapport qualité que prix. De toute façon, enfin, je reviens un peu comme ça sur nos produits, mais c'est sur ce que je connais. Si on part sur l'un de nos aliments ou sur un complément comme le myostimule, c'est les meilleures sources protéiques qu'on ait pu sélectionner et du coup, tous les acides aminés essentiels, en tout cas pour le développement de la masse musculaire, on les retrouvera dedans. Exactement, c'est-à-dire que pour le formuler, par exemple, pour le myostimule, la façon dont on l'a formulé en regardant la composition d'une protéine de muscle de cheval et en regardant la composition d'une protéine de lait de jument. Et donc, en fait, ce qui s'en rapprochait le plus, on a passé dans la moulinette à plusieurs sources de protéines. Et ce qui était le plus intéressant, c'était le soja, la protéine de soja et la protéine de lait, et même les protéines sériques de lait. Alors, c'est ce qu'on appelle whey protein. Les gens qui font de la musculation, etc., peuvent en prendre en supplément, etc. Bon. Oui. C'est une protéine donc, de lait, une fraction particulière qui est très intéressante, qui est notamment qui est bien représentée dans le lait de la jument, puisque le lait de jument par rapport au lait de vache est plus riche en protéines de sérum, en whey protéine notamment. Et donc en fait, quand on regarde, on associe les deux, on a juste un acide aminé à rajouter, je crois que c'est la méthionine peut-être, et en ajoutant ça, on est vraiment très très bien, on match vraiment très très bien avec la composition de ces deux protéines, donc muscle du cheval et puis lait de la jument. Okay. Donc ça, voilà, on l'a formulé comme ça. Donc, oui, ça répond vraiment, on est sur des apports qui sont équilibrés, en tout cas de ce point de vue-là. D'accord. Donc là, pour répondre à la question pour Solange, pour sa jument islandaise qui va reprendre progressivement une activité, si possible, faire analyser le foin et après, en fonction déjà de l'état corporel de la jument, lui apporter ou non un aliment, pour couvrir ses besoins énergétiques. Exactement.
Et en fonction de si elle a un aliment ou pas d'aliment, éventuellement la complémenter avec un supplément C'est ça. qui lui apportera des acides aminés. Si on est sur une islandaise qui couvre ses besoins énergétiques avec le fourrage, on aura l'option soit Neostimul oligovite par exemple, Ouais, ou alors ouais, on pourra avoir le céréal free qui contient 10 grammes de lysine au kilo quand même. Alors là, on n'aura pas ok. forcément un kilo sur une islandaise, sur une jument islandaise, mais il faut pas. Voilà, le céréal free c'est aussi intéressant. On a renforcé les apports en protéines, on n'a pas de céréales, donc pas d'amidon. Par contre, on est à 10 grammes de lysine et sur une bonne lysine. Donc ça peut aussi être intéressant de l'envisager clairement pour ce genre de cas. Ok. Et on va terminer, on a deux questions sur plus le côté récupération, je pense, musculaire. Alors la question exacte, c'est une question de Christine, la première. Quel complément alimentaire pour assouplir les muscles de mon cheval? C'est un cheval qui vit au pré, qui mange essentiellement du foin et très peu d'herbe. Voilà, elle le complémente déjà, je pense, avec le sélénium. Elle dit que aujourd'hui il va bien, mais voir s'il y avait autre chose à faire. Donc je pense que c'est plus pour le côté récupération. Et on a aussi une question qui touche à peu près au même sujet de Lisa, qui est une jument, mais pour le coup atteinte d'anaplasmose. Et elle a souvent des raideurs musculaires plus ou moins importantes. Et du coup, elle demande si, en plus d'un complément en sélénium et en vitamineux, elle peut lui apporter autre chose pour Alors, l'assouplissement, plutôt les le côté antioxydants, assouplissement. ouais, alors les antioxydants sont bien sûr intéressants, donc là, le sélénium très bien. Alors si on a des chevaux qui travaillent, on peut aller sur apporter une partie de la vitamine E ou renforcer les apports en vitamine E avec de la E naturelle. Et puis aussi, il y a un autre point qu'on n'a pas abordé, ce sont les oméga 3, qui peuvent être intéressants, Ouais. puisque les oméga 3 sont les acides gras essentiels. Donc là, pour le coup, on est sur des matières grasses essentielles qui ne peuvent pas être synthétisées par le cheval, ni par nous d'ailleurs. Et donc le fait de les apporter, c'est très intéressant, puisque déjà, ils vont être utilisés d'un point de vue métabolique et produire des composés qui sont plutôt anti-inflammatoires, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on est sur soit sur des maladies chroniques un petit peu récidivantes, comme on peut avoir avec des syndromes pyro-like, dont l'anaplasmose fait partie. Hein. Alors, en tout cas, voilà, c'est une maladie avec un parasite sanguin également. Donc ça peut être intéressant d'apporter des oméga 3, puisque ces oméga 3 vont, en plus d'entraîner la production de composés anti-inflammatoires, etc., et fluidifiants potentiellement, vont également s'insérer dans les membranes des muscles. Et donc, en s'insérant dans les membranes, ces oméga 3 vont améliorer la fluidité, la fluidité membranaire donc, de ces muscles. Ils font la même chose avec les globules rouges. Alors, ça prend un certain temps, hein, c'est 2 à 3 mois pour vraiment avoir quelque chose de bien après un apport en oméga 3 satisfaisant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé en apportant soit des matières grasses donc à base qui proviennent du lin, sous forme d'oméga oil par exemple, ou en huile, ou alors en apportant une alimentation qui est bien pourvue en graines de lin extrudées, comme le céréal frit en contient, du spécifique, enfin, nos aliments en général en contiennent. Un cheval en Ouais. entretien de tête, c'est une trentaine de grammes d'oméga 3 par jour. On peut apporter, on peut doubler sans problème. Et ça peut être intéressant aussi, de mon point de vue, pour améliorer cette souplesse musculaire avec les antioxydants. Ça, c'est intéressant. Vitamine E et sélénium. Ok. Ouais, c'est vrai Voilà. qu'on je pensais pas du Ouais. tout aux oméga 3. Si, c'est potentiellement intéressant, clairement. D'accord. Est-ce que tu veux, je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que tu veux Ouais. ajouter quelque chose? On a oublié de parler. Il y a encore plein de choses Non, à dire, mais est-ce qu'il y a ouais, un il y a truc en après le jeûne particulier que tu veux ajouter? le jeûne en croissance, bien sûr. Alors là, on va renforcer les apports. Les besoins sont augmentés, donc on va faire en sorte de les couvrir. Notamment l'hiver, hein, le premier hiver des poulains, c'est primordial. Et on fera attention à ne pas corriger un déficit en protéines par un excès d'énergie sous forme de céréales, parce que là, clairement, pour générer de l'ostéochondrose, on en a parlé déjà dans les lives précédents, il n'y a rien de tel. Puisque pareil, hein, pour faire de l'os, il faut des minéraux, mais il faut aussi des protéines. Donc on parle du muscle. Ok. Voilà. Les Donc ça, c'est protéines, c'est important. pas que pour les muscles. Ah ben non, non, c'est clair. Donc pour faire un squelette solide, il faut bien sûr des minéraux, mais également des protéines de qualité. Donc ça, c'est souvent ce qu'on Sur toutes rencontre. les protéines, si je dis pas de bêtises, il y a le corps du cheval est constitué de 17 à 19% de protéines, c'est quelque chose comme ça? Alors écoute, je vais pas te mentir, je l'ai Ouais. pas la en tête. Mais tout n'est pas, Mais tout n'est pas dans effectivement, les muscles. non, bien sûr que non, ce n'est pas dans les muscles. Alors, Ok. il est clair que les muscles représentent une réserve, en tout cas un pool de protéines qui est important dans l'organisme. Mais il est clair qu'au niveau du squelette, on a aussi une trame protéique qui est importante, voilà. Notamment des protéines soufrées, la corne, le collagène, etc. On est sur des protéines, la Alors, kératine, hein, c'est c'est quoi une ce que tu protéine. as? Ouais. Donc, c'est pour tous Voilà. les Et donc, sabots, les. exactement. Et en fait, on est sur des acides aminés qui contiennent du soufre. Et le soufre, quand on a deux acides aminés qui contiennent du soufre, les atomes de soufre se relient, ça fait des ponts qu'on appelle disulfure. C'est ce qui donne la rigidité à la protéine et qui donne la rigidité à la corne, au crin, etc.
Donc D'accord. ça, clairement, une corne de qualité passe par l'apport de vitamines, de biotine, etc., de calcium, d'énergie, mais aussi de protéines de qualité, notamment de Ok. méthionine. Alors là, on est plus sur la méthionine, on est plus sur des acides aminés soufrés, mais Ouais. voilà, c'est aussi important pour ça, les protéines. Si on dérive un petit peu, et là D'accord. on est plus en muscle, on est sur des apports de protéines, voilà. C'est le genre de choses auxquelles il faut penser aussi. Ok. Et la poulinière en lactation aussi. Oui, bah, ça, Des clairement. besoins en Clairement. protéines Oui, très augmenter, importants. doubler par rapport à une jument d'entretien. Ok. Donc là, il faut mettre le paquet, hein, comme on dit. Et voilà. Encore plus que pendant la fin de la gestation, Oui, bah, forcément, les besoins, en parce que là, théorie. on a une jument qui va produire 10 à 15 litres de lait par jour. On a des protéines dans le lait. Et donc, clairement, oui, on va augmenter ses apports. Les besoins sont supérieurs. Quand vous regardez les tables, on a clairement des besoins supérieurs chez la jument lactation par rapport à la fin de Ok. gestation. Mais il ne faut pas négliger non plus la fin de gestation, tu as raison. Et la problématique est la même qu'avec le jeune en croissance durant la première année. Il ne faut pas compenser un déficit en protéines par un excès d'énergie sous forme de glucides et de céréales, puisqu'autrement, on peut Ouais. s'exposer aussi à générer l'ostéochondrose dès la fin de gestation, clairement. Ouais. Ça, c'est Ok, important ça aussi de marche. considérer. Voilà. On répond à Alix juste avant de partir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure des vieux chevaux. Un vieux cheval qui a du mal à maintenir sa masse musculaire, Ouais. si c'est vraiment du muscle qui perd, plutôt le breeding. Ah, on renforce S'assurer. ouais, le breeding. Ouais. Alors, il faut qu'il mange bien ses fibres. Ça, tu Ok. sais, ça, à chaque fois, c'est la problématique, puisque Ouais, ouais. un vieux cheval, il faut qu'il couvre ses besoins en énergie, notamment en fibres pour sa flore. Donc, le breeding n'étant pas voilà, riche en fibres, il faut s'assurer que ce soit bien le cas là-dessus. Mais après, si c'est le cas, clairement du breeding, directement mettre sur breeding. Alors, encore une fois, on démarre à 4 litres si ça suffit, il faut voir ce qu'il mange actuellement. Mais normalement, ça fera la différence. Grand maximum Ok. 6 litres. Et on fractionne. Encore une fois, là pour le côté apport énergétique sous forme de glucides, notamment, on fractionne. Pour éviter de générer des pics chez le vieux Donc, cheval. s'il mange Et bien ses aussi, fibres, le hein, breeding, et après, en oui, fonction, s'il a des difficultés pour mastiquer, pour manger ses fibres, plutôt partir sur un aliment comme l'adulte fibre énergie, du coup. fibre énergie, et puis qu'on peut renforcer avec du mustimule, par exemple. Ouais. Voilà. Ok. Le mustimule est assez pratique Ok. pour ça, puisqu'on n'apporte que la protéine. Voilà. La Enfin, protéine, et puis même des 45%. protéines antioxydants pour Ouais, voilà, les aider à antioxydants, protéger ça un c'est peu. intéressant. Chez le vieux cheval, c'est Ok, intéressant, le sélénium, etc. Attention à ça, c'est clair. ça marche. Autre chose? Et bien, autre chose, non, je vois Cushing, précise. Alors oui, alors le Ah, Cushing, voilà, donc je là on l'avais fait pas attention. vu. Voilà, la protéine, alors il y a des études alors il y a une étude que j'ai en tête que, alors, moi j'ai des choses à dire dessus potentiellement, mais qui montre que c'est que la protéine, les excès protéiques pourraient renforcer les petits problèmes hormonaux. Honnêtement, sur le Cushing, étant donné qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'apporter des glucides sous forme d'énergie, donc on va plutôt aller sur les matières grasses, sur les fibres. Après, si on est sur souvent le problème du Cushing, on en avait parlé, c'est l'amaigrissement, la fonte musculaire, Mm. clairement. Donc là, clairement, moi, je vais plus orienter sur la lutte spécifique énergie. Après, on voit la protéine, encore une fois, si vraiment il y a besoin, on peut remettre du stimule. Le céréal free, je vais plus le réserver aux chevaux qui sont SME, syndrome métabolique équin. C'est des chevaux qui sont en surpoids, qui n'ont pas besoin d'énergie de manière plus importante. Alors que chez le cheval en Cushing, très souvent, on a des chevaux qui maigrissent, qui Mm. perdent Pour clairement de avoir du la masse. céréal free, si le cheval est à Cushing, il peut être nourri au céréal free à condition que le Oui, fourrage lui suffise pour se maintenir en état. C'est c'est rarement clair. le Mais cas bon, finalement. c'est rarement, enfin, en tout cas, voilà. Très souvent, on a une fonte musculaire, on a pareil, des chevaux qui perdent de l'état, et puis du spécifique, en général, voilà, c'est plus simple, on peut augmenter la ration potentiellement en fractionnant, en renforçant Ouais. s'il faut avec du stimule. On fera attention à apporter un fourrage de qualité, à bien sélectionner son fourrage. Parce que très souvent, on se focalise sur les aliments, on est au pourcentage près. Et je rappelle que voilà, très important de faire l'effort de choisir un bon foin. Alors, de temps en temps, on se gratte un peu la tête, mais n'hésitez pas à aller chercher du foin autour de chez vous et du très bon foin. Vous avez des chevaux qui ont des problèmes de santé. On fait attention au sucre, on fait attention à la protéine. Et ça, nous, on peut l'analyser, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Et puis, il existe d'autres laboratoires, mais c'est important de savoir ce qu'on fait. Ouais. Et voilà, Mais donc de c'est bien. toute façon, enfin, pour sur Cushing, on pourra vous envoyer un Oui, message on va faire perso. ça. N'hésitez pas à nous partager des photos. On avait fait notre premier live sur le sujet, donc on pourra regarder plus précisément. Voilà, ouais, exactement. Voilà. Ben, tu veux ajouter autre chose ou c'est bon?
C'est bon pour moi. Cyril. Parfait. Merci pour vos questions. Hein. Je trouve ça sympa Ah, de pouvoir je répondre en t'entends direct plus. comme ça. De toute façon, on reprendra les grandes questions, deux, trois autres questions dans un podcast qu'on publiera d'ici quelques jours. Sur les compléments dont on a parlé, il y a déjà une vidéo sur le sélénium et le naturel, la vitamine E naturelle sur notre chaîne YouTube. On en fera une sur le myostimule parce qu'on en a beaucoup parlé ce soir bientôt. Et puis voilà, le prochain live, ce sera, je crois, sur les ulcères le 25 mai. Exact. Et puis merci beaucoup Cyril pour ton temps et tous tes bons conseils et merci à tous et à toutes pour avoir suivi ce nouveau direct et à bientôt. Ouais, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut.